la une de l'actualité, ce 19 juin, le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires. Le CEP 2018 est convoité par près de 400 000 candidats, dont les 61 937 de la région du centre. Le point de presse hebdomadaire de l'opposition politique burkinabé à la une également face aux journalistes ce matin. Le CFOP a passé en revue la situation nationale pour ce qui est du bras de fer qui oppose gouvernement et syndicats. Les conférenciers du jour invitent l'exécutif au dialogue. Et les syndicats qui semblent avancer de plus en plus en rang dispersé. C'est un secret de polichinelle. L'unité d'action syndicale est à l'épreuve des multiples mouvements sociaux. Les organisations syndicales qui la composent ne parlent plus d'une même voix, d'où la crainte qu'à ce rythme, l'UAS le vole en éclats. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. La situation nationale passée au crible ce matin par le chef de l'opposition politique burkinabé, la triple attaque terroriste dans l'est du Burkina le week-end dernier, l'arrestation de l'activiste Naïm Touré, la décision du gouvernement de recruter du personnel d'appoint au Minefid pour faire face aux multiples grèves des syndicats ou encore la conférence sur la réforme du système de rémunération des fonctionnaires, autant de sujets sur lesquels le CFOP a donné son avis. Luc Pagwelgem. La conférence sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État apparaît comme une nouvelle pomme de discorde entre le gouvernement et une partie des syndicats. C'est ce que pense l'opposition burkinabé de cette rencontre qui devrait sonner, selon elle, la fin des revendications tout azimut. Pourquoi n'avoir pas créé toutes les conditions pour la participation effective de tous les syndicats, même au prix d'un report de la conférence? N'est-ce pas un aveu que les débats vont reprendre à zéro quand on connaît les positions des partenaires sociaux et leur représentativité? Pour l'opposition, l'inclusion de tous les syndicats aurait enrichi les débats et abouti à de meilleures conclusions. Et si le gouvernement décide de recruter pour parer à la énième grève des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement, Jean-Hubert Bazier ne peut s'empêcher de se poser des questions. Combien les retraités sont en capacité d'activité actuellement? Quels sont les critères qui vont permettre de les affecter là où il y a des grévistes? Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Il ne s'agit pas de vouloir soigner une plaie en amputant le membre. Un autre sujet de l'actualité de la semaine qui fait réagir le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, c'est ce qu'il appelle la politisation des organisations de la société civile par le pouvoir du MPP. Lors du tout premier point de presse hebdomadaire, l'opposition politique a dénoncé l'instrumentalisation des OSC par le pouvoir du MPP. Cette instrumentalisation se poursuit avec la tournée du député Abdoulaye Mossé dans les régions pour organiser des meetings de soutien au PNDS. La dernière étape a été Fada le 9 juin dernier. L'opposition est également contre la garde à vue de l'activiste Naïm Touré pour incitation à la révolte suite à une de ses réactions sur un réseau social. Si nous devons faire une remarque par rapport à ce fait, nous déplorerions surtout ce que le commun des Burkinabés appelle de la négligence, le peu de cas qui est fait de la sauvegarde de la vie de nos militaires. C'est la permanence de la mauvaise administration qui est la règle au Burkina. Face à une urgence, on bureaucratise, on prend son temps. Personne ne se sent responsable parce que, comme on le dit, l'État, ce n'est pas le champ de mon père. L'opposition politique a, au cours de cet hebdomadaire point de presse, rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité, sans manquer de s'incliner devant la mémoire des victimes de la triple attaque terroriste du week-end dans la région de l'Est.
L'opposition politique n'est pas la seule à se poser des questions quant à la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence des forces vives sur le système de rémunération des agents publics de l'État. Beaucoup d'observateurs, en effet, sont dubitatifs. La nouvelle formule d'indexation des fonds communs, mais surtout le boycott de la rencontre par certains acteurs constitue déjà pour eux des blocages. Roméo Kweta. Les fonds communs servis aux agents du ministère de l'économie et des finances était sans doute l'un des sujets les plus attendus à cette conférence sur la rémunération des agents publics de l'État, tant la question aura cristallisé les débats ces derniers mois. Eh bien, les participants ont tranché. Les fonds communs ne seront pas supprimés, seulement, ils ne seront plus indexés aux recettes, mais calculés plutôt en fonction des amendes et des pénalités recouvrées. Mais au-delà, il y a le plafonnement de ces primes à 25% de la masse salariale des bénéficiaires. L'objectif du gouvernement est de renvoyer ces primes à des proportions acceptables. Mais avec cette nouvelle méthode, aura-t-on réellement résolu le problème? Les avis sont mitigés. L'indexation des fonds communs aux pénalités a déjà montré ses limites par le passé. Les fonds communs étaient indexés sur les pénalités et les amendes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un phénomène simplement, un comportement humain simplement, un comportement rationnel des agents recouvreurs qui, à un moment donné, laissaient s'installer plutôt, ou si vous voulez, provoquer même la pénalité pour accroître leur marge. Et donc, du coup, l'État, lui-même, dans sa planification, avait des problèmes. Et donc, le recouvrement ne se faisait pas de façon optimum. Et donc, il y avait des retards pour l'État en termes de recettes. Suivant la logique de notre analyste, l'indexation des fonds communs aux pénalités entraînerait parallèlement une diminution significative des recettes fiscales. La conférence n'aura donc pas réellement avancé sur cette question selon lui. Mais d'autres, par contre, pensent que la réforme devenait de plus en plus impérative. Vous figurez-vous que le fonds commun était maintenant calculé sur le budget national et non sur des accessoires tels que les pénalités et les amendes. Donc voilà, c'est cette injustice-là qui va être corrigée, qui va être corrigée, mais il faut aussi dire que cela correspond à une attente nationale. Pour l'instant, les conclusions ne sont qu'au stade de recommandations. Des recommandations qui devraient prendre effet à compter du 1er janvier 2019. Mais la mise en œuvre, c'est ce qui risque de poser problème. Les décisions arrêtées doivent être acceptées par tous les principaux acteurs sociaux. Or, la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, la plus grande centrale syndicale, regroupant près de 80% des agents publics, a boycotté la conférence, mettant en cause le format dans lequel il s'est tenu. La question est de savoir si la CGTB, grande absente de ces assises, va accepter les décisions à l'élaboration desquelles elle n'a pas participé. Déjà, on voit dans le document où il est dit qu'il faut envisager un moratoire autour de certains points, à l'effet d'obtenir l'académie nécessaire pour la mise en œuvre des conclusions de la conférence, qu'il faut travailler l'inclusion de tous les syndicats. C'est-à-dire que la conférence elle-même prend conscience que ces recommandations ne pourraient pas être mises en œuvre si tous les syndicats n'adhèrent pas. Si on doit revenir encore à s'entendre avec les syndicats, je me pose simplement la question de la logique. Est-ce que les syndicats iront à un moratoire ou sous une proposition, un projet, une offre de trêve sociale pour appliquer des choses pour lesquelles ils ne se sont pas mêlés au départ? Ça pose un problème simplement. Pour d'autres observateurs, par contre, l'absence de la CGTB est regrettable. Ils estiment qu'elle aurait pu apporter sa contribution à l'enrichissement des débats. Le problème n'est pas de dire, bon voilà, on pose le problème sur la table. La CGTB n'est pas d'accord, donc on ne fait rien. Je ne pense pas que c'est comme ça que les problèmes vont se poser. Non, le problème est de convaincre, d'essayer de continuer à discuter avec la CGTB pour les amener à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que ce qui a été décidé. La Confédération Générale du Travail du Burkina estime qu'une discussion sur le système de rémunération doit se limiter qu'au gouvernement en tant qu'employeur et aux syndicats en tant que représentants des employés. Elle ajoute que le format actuel de la conférence devrait aussi concerner la gestion de toute la richesse nationale. Car cela ne tienne, la conférence est bel et bien tenue avec la participation de 5 centrales syndicales et 21 syndicats autonomes. Les absents auront-ils eu tort? L'avenir nous le dira peut-être. En tout cas, le Premier ministre dit tendre la main aux structures syndicales absentes à cette conférence et lance un appel à l'adhésion à tous à ces conclusions pour une refondation véritable du contrat social afin de donner un souffle nouveau à l'économie du Burkina Faso.
Au nombre des structures ayant refusé de prendre part à cette conférence, vous venez de le suivre, la CGTB, l'une des 6 centrales syndicales qui composent l'UAS, l'unité d'action syndicale. Et ce n'est pas la première fois que la CGTB se démarque de ses centrales sœurs. On se rappelle qu'elle a également boycotté le Haut Conseil du dialogue social. Alors, question ce soir, l'UAS est-elle en train de voler en éclats? Les syndicats avancent-ils désormais en rang dispersé? Et quel serait l'impact d'une telle situation sur les négociations gouvernement-syndicats des travailleurs? À toutes ces questions, Kwame Hervé-Dapa tente d'apporter des réponses. Elles sont peut-être bien loin, ces images, du temps où toutes les centrales syndicales défilaient ensemble au sein de l'UAS. Le consensus, c'est ce qui a toujours guidé les prises de position de l'unité d'action syndicale. Mais il est mis à rude preuve depuis quelques mois. Tout a commencé lors de la formation du Haut Conseil du dialogue social. L'unité d'action, là, l'UAS, c'est un consensus, ce n'est pas une unité organique, c'est une unité dans la diversité. Si réellement, si un jour il y a un problème où il n'y a pas de consensus, ceux qui sont d'accord partent, ceux qui ne sont pas d'accord restent. Et je pense que c'est ça ce qui s'est passé et chacun est libre de ne pas participer. Et c'est cette liberté qu'a prise la CGTB. La Confédération Générale du Travail du Burkina a refusé non seulement d'intégrer le Haut Conseil du dialogue social, mais aussi de participer à la conférence sur la réforme du système de rémunération des agents publics de l'État. Son secrétaire général explique ici les raisons de cette décision. La norme qui confère la mise en place d'un Haut Conseil du dialogue social, c'est la norme, la convention numéro 98 de l'OIT sur les négociations collectives. Notre pays l'a ratifiée, cette convention a été adoptée en 1949. Notre pays l'a ratifiée le 16 avril 1962. Que vous prenez le Sénégal, que vous prenez le Bénin, que vous prenez le Niger, les pays où il y a le Haut Conseil du dialogue social, c'est des pays qui, sur la base de cette convention, ont organisé des élections professionnelles. Les élections professionnelles signifient que, quel que soit le nombre de syndicats qu'il y a dans votre pays, vous donnez la parole aux travailleurs qui font des élections et qui disent « Voilà la centrale ou le syndicat autonome auquel je confère ma vie professionnelle sur 5 ans ». Quand les 5 ans vont arriver, ceux qui avaient été élus, retenus après dépouillement, s'ils ont trahi les travailleurs, s'ils n'ont pas correctement fait leur travail, on fait des élections de renouvellement. Donc ce sont ces acteurs représentatifs qui doivent parler au nom des travailleurs et dans toutes les instances. Au Burkina, il n'y a pas encore eu d'élection professionnelle. Et sur cette base, nous avons acculé, interpellé l'autorité jusqu'à présent de prendre les textes. Ils reculent, ils rentrent dans le noir. Pour finir, 5 centrales syndicales sur les 6 que compte l'UAS vont aller au Conseil du dialogue social et participer à la conférence sur les salaires. À partir de ce moment, va se poser le problème de la représentativité des syndicalistes. Si on s'en tient à un constat purement arithmétique, on dira que les 5 centrales syndicales qui participent au dialogue représentent largement les travailleurs. Sauf que d'autres considérations rentrent en ligne de compte. Je vous rappelle tout simplement et vous mets au diapason que ce n'est pas parce qu'on s'appelle centrale syndicale qu'on est forcément égal à une autre centrale syndicale. Donc je dis et je répète, je vous donne la façon dont une centrale syndicale peut être constituée. Et puis, je vous dis aussi, même les 2 syndicats professionnels, un syndicat professionnel peut avoir des représentants qu'à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Si vous le comparez à un syndicat professionnel qui se retrouve dans tous les téléphones du Burkina, ce n'est pas la même chose. Donc on dit que tous les moutons se suivent, mais ils n'ont pas le même poids. Le poids, voilà le problème. Et c'est là où la CGTB apparaît comme un véritable mastodonte. La Confédération Générale du Travail du Burkina, c'est 12 syndicats nationaux et 70 syndicats professionnels. Elle représente 80% des travailleurs de la fonction publique. C'est dire que sans elle, l'UAS est presque une coquille vide. Des recommandations ont été faites avec 5 centrales syndicales lors de la conférence sur les salaires, mais c'est avec la CGTB que l'État va devoir négocier pour leur mise en application. La division au sein des syndicats qui pourrait profiter au gouvernement engagé actuellement sur plusieurs fronts en proie à des attaques terroristes à répétition depuis 2016. Le Burkina bénéficie du soutien des États-Unis d'Amérique pour la mise en place d'une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent. Le comité de pilotage du projet a été lancé ce matin. Sandrine Zougouri.
Réunis autour du programme Partenariat pour la paix, un projet américain, ces experts de la lutte contre l'extrémisme violent veulent renforcer la capacité de l'Afrique de l'Ouest pour prévenir ce phénomène. Ensemble, ils réfléchissent sur la question à travers la mise en place du comité de pilotage de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de prévention, de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent. Ce document, qui doit contenir les moyens de compréhension du phénomène, est une matérialisation de l'engagement du gouvernement burkinabé dans la lutte contre l'extrémisme violent. L'objectif global poursuivi par cette stratégie est alors de doter le Burkina Faso d'un référentiel stratégique et inclusif lui permettant de faire face à l'expansion de la radicalisation et de l'extrémisme violent en mettant en relief les actions préventives. Il vous reviendra donc de faire un diagnostic sans complaisance de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Burkina Faso en identifiant les causes profondes ainsi que les facteurs qui peuvent pousser un individu ou un petit groupe d'individus à adopter des conceptions extrémistes. Cette stratégie apparaît ici comme une mesure préventive et durable. Selon ces messagers, l'extrémisme violent se nourrit non seulement de l'incivisme, mais aussi de la promotion active des violences par certains groupes et individus. La radicalisation peut se développer de façon insidieuse à l'aide de facteurs endogènes tels que la pauvreté, les fractures sociales, la stigmatisation des communautés et des facteurs exogènes tels l'influence des médias, des centres professionnels et des réseaux sociaux. Pour ce faire, les efforts de l'État sur le plan économique et sécuritaire doivent être complétés par un mécanisme de prévention en termes de capitalisation et de résilience des populations. Ce processus de combat est financé par l'Agence américaine pour le développement international à travers son programme Partenariat pour la paix, un soutien international qui va s'étaler sur 3 ans. Et de la part du peuple américain, je suis content de pouvoir appuyer les ressources burkinabées pour faire face à ce fléau dangereux et aussi appuyer d'autres partenaires comme USAID et Partenaires pour la paix qui ensemble va donner une opportunité de trouver la solution idoine et les stratagèmes idoines contre ce radicalisme qui défie le pays à ce moment. Dans la sous-région, ce projet d'élimination de l'extrémisme violent est déjà présent dans 4 pays, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et au Burkina Faso. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, c'est la toute première fois qu'un tel document de stratégie est élaboré au niveau national. La Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, tous membres du G5 Sahel, ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Le G5 Sahel, toujours en quête de financement pour l'opérationnalisation de sa force conjointe. En février dernier, on se rappelle, les bailleurs annonçaient un soutien de 414 millions d'euros. Et c'est pour faire le point sur ces promesses et trouver des solutions aux problèmes des zones fragiles dans la région du Sahel que la 4e session ministérielle de l'organisation s'est tenue ce lundi à Bruxelles. Sur place dans la capitale belge, le reportage de Mamounata Kabouri. Au service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne à Bruxelles, la délégation de l'Union européenne d'un côté, les ministres en charge des affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel et le secrétaire permanent du G5 Sahel de l'autre côté. C'est la 4e rencontre Union européenne G5 Sahel qui réunit ces deux parties. Il s'agit pour eux de faire le point de la réunion de haut niveau tenue à Bruxelles en février dernier et dessiner une feuille de route pour renforcer la coopération bilatérale entre ces deux unions. On a regardé à où nous sommes par rapport au disbursement de ces contributions qui de la part de l'Union européenne a été faite, mais aussi l'état de réalisation de soutien des autres partenaires. De la part de l'Union européenne, donc sur le côté sécurité, côté soutien à la force conjointe Sahel, nous avons commencé à agir très concrètement sur le terrain. Notre soutien financier a été disbursé.
Nous finançons la présence des membres des postes de commandement de la force conjointe. On a discuté aujourd'hui de nouvelles mesures qu'on va mettre en place dans les semaines et les mois qui viennent pour coordonner encore plus au Sahel le soutien que l'Union européenne va donner à la force conjointe. Sur 414 millions d'euros mobilisés à la rencontre de soutien au G5 Sahel tenue à Bruxelles en février dernier, seulement plus de 100 millions d'euros ont été versés. Mais cela n'a pas entravé l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, selon son président en exercice. Je dois le dire que la force G5 est devenue déjà une réalité, même si tous les financements qui ont été annoncés, les 414 millions à la conférence de Bruxelles en février, ne sont pas encore versés. Avec ce qui a été versé par l'Union européenne et par d'autres bailleurs de fonds, nous avons démarré sur les 3 fuseaux des activités. Et en particulier, sur le fuseau central, nous avons démarré pas simplement des activités de mise en place de la force, mais des combats concrètement sur le terrain et des accrochages et des poursuites des terroristes, des djihadistes. La coopération Union européenne G5 Sahel, c'est également un partenariat politique et une aide au développement des pays membres du G5 Sahel. À ce niveau, un programme d'investissement prioritaire est en train d'être élaboré. Un programme qui devra être au cœur d'une table ronde avec les partenaires du G5 Sahel le 6 décembre prochain. Le chef de la diplomatie burkinabé qui a mis cette session à profit pour exposer les difficultés auxquelles le Burkina Faso fait face en matière de sécurité et sollicité par la même occasion l'appui de l'Union européenne. Mamounata Kabouri. En marge de la 4e rencontre annuelle entre l'Union européenne et le G5 Sahel, chacun des ministres en charge des affaires étrangères des pays membres du groupe a pu avoir un tête-à-tête avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Un face-à-face qui a permis au chef de la diplomatie burkinabé de faire le point de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Nous avons fait part des derniers développements qu'il y a dans notre pays, à savoir que des attaques ont eu lieu dans la partie est ou disons sud-est du Burkina. Et ces attaques-là montrent à quel point il est important qu'il y ait une action globale, généralisée d'intervention au niveau de notre pays sur les questions de défense et de sécurité. Mesurant les enjeux de l'insécurité grandissante dans le nord du Burkina Faso, le ministre Alpha Bari a saisi l'occasion de cette rencontre pour plaider à un renforcement des actions en faveur de la sécurité dans les zones fragiles du G5 Sahel. C'était une réunion assez intéressante pour non seulement faire passer les points de vue le Burkina, ses préoccupations, sa situation, comme par exemple le fait que nous avons quelques milliers d'écoliers qui ne peuvent pas aller à l'école en ce moment à cause de la situation que nous vivons, notamment principalement dans 2 provinces du pays. Donc il faut que, à partir de là, on regarde les formes de coopération qui peuvent être possibles, notamment la sécurisation des frontières, pas seulement en termes de défense, mais il y a beaucoup d'actions qui sont possibles. Après cette rencontre bipartite, un cap est mis sur l'ambassade du Burkina Faso en Belgique située à Uccle, où le ministre en charge des Affaires étrangères a pu s'imprégner du fonctionnement de cette représentation du pays des hommes intègres en terre belge. Non, c'est pas grave. Des milliers d'écoliers contraints à l'abandon des classes dans les zones fragiles du Burkina. Alpha Bari l'a dit, Stanislas Ouaro l'a redit ce matin. Et parmi eux, des candidats aux différents examens scolaires. Une session spéciale sera organisée à leur intention, d'après le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui s'exprimait à l'occasion du lancement officiel du certificat d'études primaires ce 19 juin. Natacha Ouidraogo. Il est 7 heures à l'école Sonré de Komsilga. Les candidats au CEP sont déjà tous sur place. Dans quelques minutes, va débuter l'épreuve de la rédaction. Mais avant, il faut les encourager et les motiver.
Un exercice auquel s'attelle Stanislas Ouaro, ministre en charge de l'éducation nationale dans les 6 classes de l'école. Il ne faut pas avoir peur, vous avez travaillé, non? Vous avez bien révisé. Et puis là, c'est la rédaction. Dans la rédaction, vous allez imaginer des choses à raconter et tout. Et puis après, on va aller dans les calculs. Moi, je veux 100%. C'est possible, non? C'est possible. Vous me promettez d'avoir tous le CP. Et tout le monde l'entrée en 6e. Bravo, là c'est bien. Pour la première fois de leur vie, ils composent un examen, le certificat d'études primaires. Même si le stress se fait sentir, c'est la sérénité qui se dégage chez la majorité des candidats. L'objectif principal pour l'ensemble de ces élèves, c'est de décrocher le diplôme du CEP. Je n'ai pas peur. Je pense que j'ai réussi. J'apprends mes leçons. Je suis sûre que si Dieu nous aide, nous allons faire 100%. Je pense que ça va aller. Oui, je suis prêt. Stanislas Ouaro procède ainsi au lancement officiel de l'examen sur l'ensemble du territoire national. En fait, presque. Il y a donc quelques élèves qui ne pourront pas prendre part à cette session lancée aujourd'hui et qui prendront part à la session spéciale. Donc je vais penser donc aux élèves des classes d'examen de la province du Soum et puis certains élèves donc du Nord, principalement des élèves donc de Caen, de Solé et quelques élèves de Ban. Cette année, ce sont 388 897 élèves qui prennent part au certificat d'études primaires au Burkina Faso. Dans la région du centre, l'effectif des élèves s'élève à 61 937 pour 33 524 filles. Rendez-vous est pris pour le 28 juin 2018 pour les résultats. La furie des eaux en Côte d'Ivoire, 15 morts au moins à Abidjan en l'espace de quelques heures. Le bilan est lourd et le pire est peut-être devant car la météo annonce encore des pluies diluviennes. La position de la voiture illustre la puissance des torrents. Le conducteur est mort sur le coup. Toute la nuit, des pluies torrentielles ont frappé la capitale économique. Le propriétaire de ce magasin de téléphone portable est désespéré. Vraiment, la pluie était forte. Comme vous-même, vous constatez le niveau, vous voyez le niveau de l'eau. Voilà, les autres années, bon, c'était de faire pluie, mais cette année, la pluie est vraiment forte. Et on a tout perdu. Vous-même, vous constatez les dégâts. Dans ce quartier, le niveau de l'eau a dépassé les 2 mètres, emportant tout sur son passage. Le mur de cette maison n'a pas tenu le coup. Cette librairie est l'une des plus grandes du pays. Alors vous constatez avec moi, les dégâts sont énormes. J'ai tout un premier niveau qui a été emporté par l'eau avec la boue et tout. Mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. Ailleurs, des scènes identiques. Les habitants par au plus pressé évacuent la boue avec les moyens du bord. Selon un bilan encore provisoire, au moins 15 personnes ont trouvé la mort. L'urbanisation galopante et le manque de canalisation adaptée ont aggravé la situation. Pour dire également aux autorités de bien vouloir regarder à ce problème parce que ça fait un certain nombre d'années que le problème existe. Malheureusement, rien n'est fait. Aujourd'hui, on est encore sinistré. Franchement, il va falloir qu'ils puissent regarder, déboucher les caniveaux et puis regarder, se pencher sur ce problème. Parce que là, on en a véritablement marre. Des nouvelles pluies diluviennes sont attendues pour la soirée et le reste de la semaine avec des risques élevés d'inondation. Les autorités appellent les populations à rester prudentes. Sport football, le Sénégal redonne de l'espoir à l'Afrique au Mondial Russie 2018. Pour leur entrée en scène ce mardi, les Lions de la Teranga ont battu la Pologne par le score de 2-1. Une victoire qui sera largement commentée, je l'imagine, tout à l'heure à 22h par nos experts. Les nuits deviennent des jours, les amis deviennent la famille, les rêves deviennent réalité et les affections se transforment en amour. Et vous ne trouvez toujours pas de raison d'être reconnaissant à la vie. C'est bien dommage, car la gratitude est source de bonheur. Merci en tout cas de votre fidélité à BF1. À demain.